Donc Aurélien l'a bien dit, la France subit de nombreux blocages. D'ailleurs, elle traverse des crises très graves. Donc, vous le voyez tous les jours, la France affronte une crise économique tout d'abord, avec un chômage très important qui atteint des sommets, une croissance molle, on va dire nulle, et des hommes politiques qui semblent totalement éloignés des préoccupations du quotidien des Français. On se demande s'ils quittent Paris, sans vouloir être offensant avec les Parisiens comme ça. Mais pour nous, provinciaux, on se demande des fois si vraiment les énarques, les technocrates, prennent le temps de venir en campagne pour voir quelles sont les difficultés, quels sont les blocages. La France affronte également une grave crise identitaire. Crise identitaire, donc on voit souvent, dans les médias assez quotidiennement. Qui sommes-nous? Sommes-nous chrétiens? Sommes-nous plus laïcs? Sommes-nous musulmans? Sommes-nous... C'est une crise qui est née suite à la mondialisation. Sommes-nous des citoyens du monde, des Européens? Donc, toutes ces crises ont tendance à empêcher les Français d'avancer. Subissons également une grave crise de confiance. Crise de confiance donc, en nos institutions, j'y reviendrai, mais crise de confiance entre nous. Donc nous sommes incapables de nous faire confiance, nous sommes incapables de vivre ensemble. Il y a un véritable sentiment de défiance entre nous. Chacun cherche à vivre au détriment des autres. La célèbre phrase de Frédéric Bastiat. Une véritable crise, une véritable défiance. Cette défiance fait le jeu forcément du Front National, fait le jeu des communautarismes, elle fait le jeu des corporatismes. On le voit avec les chauffeurs de taxi qui défendent tant bien que mal leur petit carré, leur petit précaré. Sentiment de défiance, je l'ai dit tout à l'heure, il existe également à l'égard de nos élites. Par exemple, 92% des Français ne font pas confiance aux partis politiques. Nous sommes un parti politique, je pense que dans la salle, les responsables de fédération, les militants sur le terrain s'en rendent compte. Quand on arrive, on dit qu'on appartient à un parti politique, il y a limite un sentiment de rejet. Donc, une majorité de nos concitoyens pensent que pour atteindre le pouvoir, il faut être corrompu, ce qui est quand même loin de nos préoccupations libérales, de notre façon de faire. Et l'expression « tous pourris » revient sans cesse dans les discussions avec les personnes sur le terrain. Cette croyance en l'expression « tous pourris » est le fruit de nos institutions qui sont complètement sclérosées, dans lequel, Aurélien l'a dit tout à l'heure, des professionnels de la politique font carrière et se cooptent entre eux. Cela nous amène à cette quatrième crise, donc la crise des institutions, où il y a une incapacité à réformer ces institutions qui entraîne cette incapacité à réformer le pays. Nous, libéraux, nous avons tendance à fournir un catalogue de propositions, quelques propositions économiques, des propositions fiscales. Elles sont percutantes, elles sont révolutionnaires pour la plupart, mais elles manquent d'unité. Elles nous empêchent de convaincre et de séduire notre public. Donc c'est pour ça que cette convention va nous permettre de réfléchir à une vision globale, à un nouveau projet de société à offrir aux Français. Donc David Cameron, vous vous en souvenez tous, avait porté son projet de Big Society. Donc ce projet lui avait vraiment permis d'affirmer un avenir commun, un projet commun et de séduire les Anglais. Donc je pense que nous devons également proposer un projet de ce type. Car nous avons de nombreux atouts en France, on l'oublie trop souvent, mais on a une culture, une vraie histoire, un patrimoine qui séduit dans le monde entier, un vrai terroir, donc des provinces, Aurélien l'a dit, j'ai connu plusieurs régions, j'ai milité dans plusieurs endroits, donc des provinces vraiment différentes, aussi riches les unes que les autres, on a vraiment beaucoup à apprendre un peu partout. Donc nos libertés individuelles sont en péril, on pense dernièrement à la loi renseignement, car il y a un amoncellement de normes interventionnistes et liberticides qui nous écrasent complètement. Donc dans cette intervention, je vais m'attacher au cadre des institutions telles que nous pourrions les imaginer.
En effet, ces institutions, non seulement ne protègent pas les individus, mais en plus elles piétinent. Les Français ne croient plus nos gouvernants, qui sont le fait de ces institutions. Donc, dans une première partie, je vais revenir sur la Ve République. Donc, j'ai commencé par une petite phase historique, donc le retour aux sources de la Ve République, ce que les constitutionnalistes appellent la monarchie républicaine, donc un président tout-puissant, seul, et qui s'arroge tous les pouvoirs. Donc la Ve République, c'est avant tout une constitution pensée par le général de Gaulle, et pour le général de Gaulle. Il s'agit d'une constitution qui a été votée à une période très grave de notre République. Donc, je vous le rappelle, c'était la crise en Algérie. Donc l'Algérie était en proie à une violente guérilla, et l'armée, qui n'avait plus confiance en nos gouvernants, a décidé de prendre les choses en main et a commencé à justement ne plus obéir au pouvoir à Paris. Donc le général de Gaulle est appelé pour résoudre le conflit, et une nouvelle fois, on l'a considéré comme l'homme providentiel. Il y avait l'appel du 18 juin, et il y a la crise du 13 mai. Donc la Ve République est née sur cette espèce de providentialisme, cette espèce d'homme providentiel qui arrive et qui impose, une personne qui appartenait déjà à l'histoire et qui s'impose totalement aux Français. Donc il a chargé de Michel Debré, les principaux dirigeants politiques de l'époque, de rédiger une constitution, donc sa constitution. Déçu par des années d'instabilité, il s'emploie à cadenasser le Parlement, cadenasser le Sénat, et désormais le pouvoir législatif sera un pouvoir soumis à la tutelle du président. L'élection au suffrage universel direct en 1962 est la cerise sur le gâteau. Un seul homme se trouve investi par le peuple pour diriger le pays. Les députés ne peuvent plus revendiquer une telle légitimité, ils sont complètement broyés, écrasés. Le président est devenu le chef de la majorité, il n'est plus simplement l'arbitre des débuts de la Constitution. L'expression de député godillot est alors employée. Aujourd'hui, on ne l'emploie plus. Ça nous paraît d'une telle évidence que les députés sont soumis au président qu'on ne l'emploie plus. Durant la même période, la professionnalisation de la vie politique débute. Les premières promotions de l'ENA commencent à s'imposer au sommet. Donc on pense notamment à Valéry Giscard d'Estaing, qui commence progressivement dans les cabinets, puis devient ministre et progressivement devient président. C'est la fin de la République des notables, cette République, cette Troisième et Quatrième République qui nous ont offert tant d'avancées en matière de liberté. Donc, je ne reviens pas sur liberté de la presse, liberté d'association, etc. Ces nouveaux élus, aux fonctionnaires biberonnés à l'ENA, notamment ne comprennent pas les réalités économiques. On se rappelle du contexte de l'époque. L'URSS est au sommet de sa gloire. Les intellectuels de gauche en font l'éloge quotidiennement. Et le keynésianisme triomphe un peu partout. Donc la Constitution est rédigée de telle sorte à ce que le gouvernement puisse intervenir économiquement, enfin intervenir dans tous les secteurs de la société. L'élection au scrutin uninominal à 2 tours parchève ce chef-d'œuvre d'antilibéralisme. Donc pour être élu, il faut obéir au chef dans chaque camp. La société civile est totalement évincée. Les députés, donc, doivent obéir et doivent se soumettre. Les petits partis sont complètement écartés. Il y a une bipolarisation de la vie politique. Donc on le voit encore aujourd'hui. Le FN cherche à percer, mais sans alliance notable, il ne peut ni avoir un nombre de députés important, ni avoir de conseils départementaux, peut-être des conseils régionaux, mais c'est peu probable. Donc le vote conduit à évincer le parti que l'on déteste le plus et à choisir celui que l'on déteste le moins. Donc, ça crée ce sentiment de rejet de la classe politique, car on ne se sent absolument plus représenté. Cela conduit aussi à l'abstention, ainsi qu'à ce va-et-vient de gauche à droite qui, d'élection en élection, conduit les électeurs à changer de camp au gré de l'envie et du moment. En effet, on ne leur offre que des fonctionnaires. Ils sont contraints de les choisir, s'ils n'ont pas vraiment le choix, et donc de pérenniser cette oligarchie.
Donc, ces institutions nous ont conduit à une indépendance des structures et des hommes par rapport au choix des électeurs. Fonctionnaires réglementent, gouvernent, légifèrent. Le peuple, désormais, n'a plus son mot à dire. Le peuple ne voit plus que des clivages qui focalisent les débats sur l'accessoire. On peut penser notamment au halal à l'école, au détriment de l'essentiel, au détriment des vraies réformes qui pourraient ranimer ce pays. Cela devient un jeu d'acteurs où les postures et émotions remplacent les actes. La professionnalisation évince le débat d'idées. En se concentrant sur leur carrière, nos députés prennent des positions totalement court-termistes, donc pour plaire aux électeurs. Nous sommes dans la pure démagogie. Ils perdent totalement leur liberté en voulant construire leur carrière. Pendant ce temps, le président est dans sa tour. Il voit tout, il commande tout, il est omniprésent, omnipotent. On peut penser à Sarkozy, qui s'occupait avec elle presque jusqu'à choisir la marque des voitures. Il est toujours en campagne, dirige son clan d'une main de fer et multiplie les privilèges autour de lui. Nous sommes du retour à la cour du roi de Louis XIV. Le clivage empêche tout consensus transpartisan. Ce consensus qui permettra dans une démocratie d'avancer. Ces coalitions qui permettraient de travailler ensemble à réaliser des projets concrets pour développer nos sociétés. De Gaulle remettait, lui, son pouvoir en jeu périodiquement aux élections et au référendum. Il y a eu 1962, 1965, 1969. Désormais, les présidents font totalement fi des messages des électeurs. Il peut y avoir à une élection partielle ou à une élection locale un vote contestataire, un vote du camp opposé, peu importe, le président reste et demeure, y compris en période de cohabitation. Donc les électeurs considèrent que cela ne sert plus à rien d'aller voter si le président ne se remet pas en question. Le quinquennat a entériné cette toute-puissance et cette absence de responsabilité malgré des pouvoirs immenses. Donc ces institutions antilibérales ont conduit à un interventionnisme totalement inégalé. Les contre-pouvoirs en France sont complètement inexistants. La société civile a été bâillonnée et les seuls pouvoirs qui peuvent encore contester sont ceux qui prennent la rue. Ces groupes d'influence, pour la plupart antilibéraux, donc on pense ici aux syndicats, aux associations type SOS Racisme, qui ont l'habitude de ces mouvements de rue d'ailleurs, et qui se voient donc accorder des privilèges totalement exorbitants, donc dans le but d'acheter cette paix sociale. Donc de ce contexte d'immobilisme, quelles solutions pouvons-nous proposer ? 1. On pourrait améliorer cette 5e République et la rendre, ce qu'on pourrait appeler, plus démocratique et libérale. 2. Proposer une rupture totale et défendre l'idée d'une 6e République. Idée relativement audacieuse, j'en conviens. Donc nous l'avons vu, la 5e République est viciée en son sein. Elle a été écrite par des interventionnistes pour de l'interventionnisme. C'est le gouvernement d'un seul, sans le pouvoir, le peuple et contre le peuple, comme disait Arnaud Montebourg. Belle citation. Ouais, je savais ce que j'aime. Bah oui, il fallait la dire. Parce qu'à droite, il faut reconnaître, personne ne conteste réellement l'autorité du président. On est toujours dans la démarche député Godillot. Malheureusement, peut-être un Bruno Le Maire pourrait avoir une vision différente, mais je crois qu'il ne remet pas du tout en cause non plus la 5e République. Donc comme je disais, la 5e est le produit de la vision interventionniste et qui conduit à une démocratie totalement illimitée. Donc cette démocratie illimitée est un gros problème, car elle nie totalement les droits les plus élémentaires des individus. On l'a vu récemment avec la loi renseignement. Dans le même temps, les droits économiques et sociaux, maintenant environnementaux, même des droits pour les animaux, ont prospéré. Tous ces faux droits qui permettent d'offrir de nouveaux privilèges et de nouveaux cadeaux à des classes de population ou à des groupes d'influence prospèrent. Donc le mode de scrutin pose également un grave problème, mais il est peu probable que les partis au pouvoir veuillent le changer, car ils sont largement avantagés par ce scrutin à 2 tours. Donc, 2 éléments fondamentaux ont été défendus par les libéraux et ont été introduits dans le droit positif. Donc le vote blanc et la démocratie semi-directe. Mais malheureusement, permettez-moi l'expression, c'est de l'esbrouf. Le vote blanc, c'est nos amis de l'UDI qui l'ont proposé, qui l'ont défendu. Nos amis,
je ne sais pas si on peut encore parler d'amis, et qui ont défendu donc une loi promulguée en 2014, reconnaissant donc le vote blanc. Mais ce vote blanc, c'est un vote blanc, on va dire, artificiel. On prend en compte le nombre de bulletins blancs, mais on ne prend pas en compte dans les suffrages exprimés. Donc, les personnes s'expriment, et cette expression ne compte pas. On pourrait s'attendre à un vote blanc, un vote sanction, un vote veto. 50% de vote blanc, c'est un refus de la personne en face, donc le siège ne doit pas être attribué. Malheureusement non, ici on se contente de les comptabiliser. On a quand même pu voir qu'au départemental, 6% des électeurs avaient choisi le vote blanc, ce qui est quand même non négligeable. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être une base électorale pour le PLD, j'espère en tout cas. Donc, pour en revenir à la deuxième chose, donc la démocratie semi-directe. Donc, avec la réforme de Nicolas Sarkozy en 2008, donc cette révision constitutionnelle nous a apporté le référendum d'initiative populaire, mais nous allons le voir également, c'est l'esbrouf. C'est un référendum purement théorique. La procédure est telle qu'elle nous empêche totalement d'avoir accès à ce mode de référendum. En effet, il faut commencer par réunir 1/5 des membres du Parlement, soit 185 parlementaires. Ces parlementaires font une proposition de loi, proposition qui doit être soutenue par 10% des électeurs. 10% des électeurs, c'est 2,5 millions. Sachant que, par exemple, pour la Manif pour tous, ils avaient réussi à réunir 700 000 pétitions. Donc, pour arriver à 2,5 millions, c'est purement théorique, c'est très difficile et quasiment impossible. Et si ces conditions se réunissent, on ne sait jamais, le Sénat et l'Assemblée nationale ont 6 mois pour examiner la proposition. Pas la voter, pas en discuter, juste pour l'examiner. Et à défaut, le président convoque un référendum. Donc on voit bien, une nouvelle fois, on cherche à offrir des cadeaux, à faire croire qu'on instaure une relation avec le peuple, et en fait, c'est toujours de l'esbrouf. Donc l'analyse également du compte-rendu de la commission Balladur permet de comprendre que pour la plupart de ces experts, donc de gauche, de droite, des constitutionnalistes, celle-ci n'est réformable qu'à la marge. Donc ici une petite dose de proportionnel, là quelques pouvoirs accordés en plus au Parlement, une limitation du 49.3. Mais au final, on se rend compte que jamais on n'avancera avec la 5e République. D'où ma proposition de 6e République, démocratique et surtout libérale. Parce qu'on doit bien comprendre que ce n'est pas la démocratie qui protège ou promeut la liberté. On voit parmi les 10 pays les plus libres au monde, économiquement, il y a plusieurs dictatures, quasi-dictatures, comme Hong Kong ou Singapour. Et en Suisse, on se rend compte que la plupart des référendums d'initiative populaire ont conduit à une réduction des libertés ou un interventionnisme plus grand. Donc il convient de prévoir une constitution qui encadre tout d'abord le pouvoir et les gouvernants. Elle doit garantir les droits et libertés des individus contre ces violations du pouvoir et ces violations qui peuvent émaner des hauts fonctionnaires ou des gouvernants. Une constitution, comme le disait Constant, n'organise pas le pouvoir, elle doit être rédigée contre lui. Donc la première des réflexions à avoir, c'est donc limiter le pouvoir par une double subsidiarité. Subsidiarité horizontale, donc déterminer un champ d'action pour l'État et laisser la société civile s'occuper du reste. Et ensuite, avoir une législation audacieuse pour protéger les individus donc contre le risque d'intrusion de l'État. Et une subsidiarité verticale, donc plus connue, donc avec une décentralisation très forte et un établissement de mise en concurrence des collectivités, qui n'existe pas actuellement avec ou très peu avec la décentralisation actuelle qui ne permet pas de moduler énormément les taux d'imposition. On peut également imaginer que pour affaiblir un peu plus l'État, il pourrait déléguer ou mettre en concurrence certaines de ses fonctions. Il faut également à tout prix éviter le pouvoir personnel. Donc là, on l'a vu avec le Liberland, ils vont mettre en place un gouvernement de 17 représentants, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc ce gouvernement, c'est l'exacte antithèse du pouvoir personnel présidentiel que nous connaissons actuellement. Ça existe également en Suisse, ça marche plutôt pas mal. D'ailleurs, la preuve, personne, je suis sûr, dans cette salle ne connaît le représentant de l'exécutif en Suisse.
Je reste favorable à un bicamérisme. Il faut, à mon sens, conserver deux chambres. Une élue à la proportionnelle intégrale, qui permettrait d'exprimer légitimement les attentes de chacun, et une au scrutin à un seul tour, qui permettra à des notables locaux de s'exprimer, des notables respectés. J'ose espérer qu'on n'assisterait pas à l'élection de nouveaux de fonctionnaires ou de carriéristes. Donc des notables respectés qui auraient déjà prouvé par leur carrière et par leur passé qu'ils sont aptes à exercer des fonctions de sénateurs. Donc ces deux chambres devraient se neutraliser, donc avec le droit de veto l'une sur l'autre. Donc si l'État est confiné, le non-cumul des mandats que nous réclamons tant devient beaucoup moins nécessaire. On peut se dire que si l'État est confiné, les personnes qui postuleront auront moins de velléité de carrière, donc plus de velléité d'apporter quelque chose. Donc, on doit également instaurer cette démocratie semi-directe qui existe en Suisse, permettre le référendum abrogatif, donc qui permet d'abroger une loi. Ça existe en Italie, ça marche très bien. Permettre le référendum fiscal, donc toute hausse d'impôt devrait être votée par référendum. Et également la révocation populaire, qui marche également en Californie ou dans d'autres États américains. Donc Schwarzenegger, par exemple, avait été élu suite à une révocation populaire. Donc la limitation pour éviter cela, pour éviter trop de demandes de révocation, c'est que si la personne qui demande la révocation perd les élections, il doit rembourser les frais des élections. Ça me paraît être une limite raisonnable. Il y a des lois adjacentes qu'il faut également mettre dans notre constitution, notre future constitution, si on la proposait. Donc une loi sur le financement électoral. Nous voyons les difficultés actuelles pour un petit parti comme le nôtre à se financer. Les grands partis profitent donc de leur position de force pour s'octroyer des subventions, se faire financer les élections, se faire financer donc chaque voix. Et on doit inscrire une loi interdisant les subventions aux partis politiques. On doit limiter également le nombre de ministères. Donc une limite à une petite quinzaine serait largement suffisante. Et on doit également inscrire dans la Constitution donc la fin du statut de la fonction publique, donc pour éviter justement que les fonctionnaires continuent à acquérir ou à prendre les postes d'élus et que la société civile puisse à nouveau respirer, à nouveau s'exprimer dans l'arène politique. Donc en conclusion, une nouvelle constitution limitant les abus de l'État et les risques d'interventionnisme de l'État permettra également de mettre fin aux privilèges de nos élus et de restaurer la confiance entre le peuple et les élites. Donc permettra d'aller à nouveau de l'avant. Ce cadre institutionnel nouveau lèvera de nombreux blocages et permettra de faire les réformes libérales nécessaires au redressement de l'État. Voilà. Merci à vous.